temps, mais aussi dans l'espace, dans le temps du symbole et dans l'espace du symbole, mais dans le temps et l'espace aussi contemporain. J'aimerais savoir, à la suite de ça, ce que vous inspire justement ce petit aperçu coréen que nous avons essayé de vous donner tant bien que mal pour lancer la conversation. D'abord, je vous remercie. Est-ce qu'on nous entend? Parce que nous, ici, on entend très peu. J'espère que le public entend. Je suis très heureuse de participer à cet échange et je pense que j'ai été invitée avec nos amis coréens à deux titres. D'abord comme féministe atypique, je dirais, et ensuite comme quelqu'un qui s'intéresse aux civilisations d'Asie orientale. J'ai fait une licence de chinois, je n'ai pas couronné de diplôme, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai des contacts assez fréquents avec les universités chinoises et japonaises, mais pas avec la Corée. Je sais qu'il y a un background religieux important qui va de taoïsme, confucianisme, peut-être bouddhisme et d'autres éléments qui m'échappent, et que c'est un pays aussi très sécularisé. Mais tout ce que je peux dire va concerner aussi l'écoute que j'ai de ces deux interventions et peut-être quelques mots concernant la liberté des femmes, parce que c'est ça qui nous réunit aussi aujourd'hui quand on interroge masculin et féminin. Il s'est produit en Occident une révolution qui a embrasé la planète et qui est la libération du deuxième sexe. Et mon dernier livre est consacré à Simone de Beauvoir, qui est la pionnière de cette grande révolution anthropologique. Et sans ce changement radical, je pense que la position de l'homme et de la femme, ces avancées et ces crises n'auraient pas eu lieu. Donc on va peut-être réduire ça et c'est bon? Voilà. Alors, ce que je voulais dire concernant l'écoute que j'ai à l'égard de ce que disent monsieur et madame. J'étais en Chine récemment et j'ai parlé de la liberté des femmes telle que la met en scène, la revendique et la met en route la révolution beauvoirienne. Et dans la salle se sont levés des jeunes hommes qui m'ont dit « Mais madame, la libération des femmes nous a conduit en grande souffrance. Que faites-vous de notre souffrance ?» C'était l'homme qui s'exprimait. Et je prends cette remarque très au sérieux parce que cela décrit quelque chose qui se dit en Europe de manière différente que le discours de monsieur, mais qui est la question de existe-t-il un homme encore et est-ce qu'on n'est pas la fin de l'homme occidental? Est-ce qu'il n'y a pas la fin d'une certaine vision de la virilité? J'ai écrit un texte là-dessus pour Le Point. On peut, en tant que psychanalyste, en effet, considérer que là où les jeunes femmes sont poussées par le pacte social et qui les favorise, les hommes se sentent parfois méconnus et les jeunes se sentent en souffrance. En tout cas, on peut en parler peut-être tout à l'heure, cette vision de l'harmonie masculin-féminin qui pourrait être quelque chose d'idéal dans une société libre et attentive aux uns aux autres, aux droits de tous, eh bien, cette vision de l'harmonie est loin d'être réalisée. Et la poussée des uns conduit à des malaises de l'autre côté. Donc il nous faut revoir toute la complexité de l'identité sexuelle. De l'identité sexuelle et la notion même de l'identité. Je comprends bien que monsieur se pose des questions, non pas de parler que voilà, c'est ça, ceci est l'homme et cela est la femme, mais de construire une vision, un récit sur la situation, sur le mouvement, sur le moment. Ça c'est la réponse que je voudrais donner à son malaise, mais qui est en fait une sagesse et une manière de sortir du dilemme homme-femme et de ce côté schématique, comme s'il n'y avait que deux sexes. Je reviendrai après à ma vision pour essayer de nous dégager de cette dichotomie. Et j'étais très sensible à ce que disait madame sur le fait que la libération des sociétés modernes
par les techniques, par l'évolution des médias, conduit à une paupérisation et une souffrance des plus fragiles, et en particulier de certaines populations féminines, sinon des femmes en général. Et surtout, sa phrase qui a conclu son intervention, à savoir qu'elles sont habillées, elles ont une modernité apparente, mais elles ne savent pas où elles vont. Et c'est une question qui me préoccupe beaucoup, notamment autour des jeunes filles qui en France se radicalisent, qui cherchent où aller, et dans la mesure où nous n'arrivons pas à leur donner suffisamment de réponses, en tout cas suffisamment claires en termes d'idéal, et pas seulement en termes de mode ou d'image, mais en termes d'idéal, j'insiste, elles se tournent vers l'intégrisme. Alors, comment je suis arrivée à cette interrogation? Parce que je ne vous donnerai pas la réponse, je vous inviterai à lire les livres dont il a été question, où vous trouverez la réponse. Mais je voudrais que vous désigniez très rapidement mon chemin qui m'a conduite à ces réponses et que vous ne trouverez peut-être pas dans les livres. Moi, je suis une Française d'origine européenne, c'est-à-dire bulgare, de nationalité française évidemment, citoyenne d'Europe, et je dis souvent adoptée américaine, ce qui me paraît, j'espère, d'avoir une vision assez complexe des avancées et des crises de la globalisation. Et j'ai découvert Simone de Beauvoir quand j'étais lycéenne, et j'ai tout de suite compris que la question de la féminité, de la position de la femme, est la question politique. Et il faudrait qu'elle devienne la question politique pour qu'on puisse libérer les femmes, mais aussi l'homme, puisqu'il n'y a pas d'homme sans la femme, c'est ce duo qui constitue l'humanité en tant que destin de procréation. Et quand je suis arrivée en France, c'était mai 68, nous avons bousculé beaucoup les notions d'identité, de nation, d'idéal, etc. Et j'ai trouvé que c'est la pensée freudienne qui me permettait d'entrer dans la complexité de l'expérience sexuelle et de dépasser le culte des identités sexuelles. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, soit elles s'entendent et c'est une fusion idéale, ce qui n'est pas le cas, soit elles ne s'entendent pas et c'est la guerre à mort et c'est l'apocalypse. Freud nous permet de comprendre que ces dichotomies biologiques sont existantes, sont nécessaires, sont constitutives. Mais la culture qui se construit sur cette base nous donne la capacité de nous libérer, non pas en rejetant, mais en rendant ces identités plus complexes et ouvertes à autrui. Alors, en conséquence de quoi, la vision que j'ai acquise pour moi du féminisme m'a éloignée du féminisme. Je ne suis pas une militante. Je suis quelqu'un qui essaye de se poser des questions et d'interroger le mal-être de nos idéaux et les impacts de nos paradigmes. Et à partir de là, je trouve que la seule valeur que nous avons aujourd'hui, c'est le respect de la singularité. La femme dans sa singularité, l'homme dans sa singularité. Et comment ces singularités sortent des clichés du féminin en général, du masculin en général. Ce qui m'a conduit à écrire, pour répondre à Simone de Beauvoir, une trilogie qui s'appelle Le génie féminin. Et chercher 3 femmes, ça pouvait être 10 milliards, mais je choisis 3 parce que c'était le plus dans les cordes. 3 femmes qui ont répondu au malaise du XXe siècle. Ces 3 femmes sont Hannah Arendt, Mélanie Klein et Colette, qui ont répondu à 3 malaises. La vie, avec Hannah Arendt, qui était une juive persécutée, qui a parlé des camps et a trouvé une parole philosophique pour expliquer l'histoire. La folie, c'est Mélanie Klein, qui a découvert la psychanalyse des enfants. Et Colette, cette grande écrivaine française qui
a vécu la mélancolie, mais a trouvé aussi la joie de vivre dans le langage. Et j'ai créé avec d'autres le prix Simone de Beauvoir pour le donner à des femmes qui, de manière singulière, trouvent des réponses à leur existence. Et nous avons donné ce prix à deux femmes chinoises, une vidéaste et une autre avocate, mais non pas parce qu'elles représentent toutes les femmes ou une communauté de femmes, mais elles ont tracé des réponses singulières. Et de même, nous avons donné le prix à une jeune pakistanaise qui a reçu après le prix Nobel de la paix, Malala, parce qu'elle était persécutée par les talibans qui voulaient la tuer parce qu'elle étudiait. Donc, la valeur, c'est la place singulière que le génie singulier peut donner à son existence. Et le donner et le transmettre. Tout le rôle de l'écriture, tout le rôle du livre sont transmetteurs du génie. Alors, je dis génie, et je vous comprends, vous dites, mais c'est génie, Hannah Arendt, c'est un génie, Mélanie Klein, Colette, et moi, et vous. L'idée est que le génie, tel que je l'entends, c'est la singularité. Madame en face est un génie parce qu'elle est unique. Elle a une expérience singulière. Et si elle arrive à nous la dire, ça nous libère des clichés. Et un livre nous libère des clichés. Et c'est ça dans le monde qui est en train de se banaliser, c'est de cette clichéisation, cette banalisation que nous sommes menacés. Donc, parler du génie féminin est une invitation à ce que chacun et chacune trouve sa singularité et puisse la partager. Pas le génie romantique ou, comme disait Hannah Arendt, le génie romantique est la naissance de l'homme, du divin dans l'homme. Nous ne sommes pas divins, mais nous sommes singuliers et nous sommes capables de trouver des chemins singuliers pour nos libertés, y compris les risques de la liberté. Et dans cette voie, ce qu'on découvre aussi, c'est la parole des psychanalystes, c'est aussi que le féminin va ensemble avec le masculin. Et que c'est le cas de chacun de nous. Freud appelle ça la bisexualité psychique. Certains êtres réalisent par l'acte, passent par l'homosexualité, par la bisexualité, par le gender. D'autres, la plupart, ne le réalisent pas par des passages à l'acte, mais dans leur psychisme. Une femme comme Colette peut être très virile dans ses passion, dans ses écrits, et en même temps très féminine aussi, au sens classique des termes. Et c'est cette ambivalence, cette ambiguïté qui enrichit aussi l'idée d'identité. Donc je m'arrête là simplement pour dire que c'est cette vision de la singularité et de la bisexualité qui m'a conduite à m'intéresser à l'identité nationale. Et dans le grand débat qui anime la Société française des études sur l'identité nationale, moi je propose qu'on écrive des romans sur l'identité nationale. Parce que justement, on donne à ce moment-là une vision polyphonique. Le roman montre l'identité nationale dans sa polyphonie. Ma réponse à cela est mon roman L'horloge enchantée, où les personnages principaux, c'est un horloger qui a inventé cette horloge, mais aussi la féministe Émilie de Châtelet, mais aussi Madame Pompadour. Et donc c'est un hommage au XVIIIe siècle français. Et aussi, à partir de cette vision polyphonique de l'identité, qui est au cœur de la culture française du XVIIIe siècle, et de Versailles, c'est mon lieu dans le roman L'horloge enchantée, nous pouvons aussi aborder quelque chose que nous sentons comme une menace aujourd'hui, c'est-à-dire le retour du sacré. Je ne sais pas si en Corée ils ont des menaces des intégrismes religieux, mais je n'arrive à la menace qu'il exerce sur les jeunes femmes en particulier. Eh bien, moi je pense que c'est à ça qu'est consacré l'échange de lettres avec Catherine Clément, le féminin et le sacré. Mais je pense que le besoin de croire est une dimension universelle, que certaines religions se l'approprient, mais que nous pouvons respecter ces propriétés religieuses, ces croyances religieuses, et en même temps les mettre en question et les développer. Et dans cet esprit-là, j'ai déplacé
ma réflexion sur le besoin de croire dans la maison verte, qui est la maison de l'adolescent, boulevard de Port-Royal, que Madame Chirac a consacré et que certains d'entre vous connaissent, parce que maintenant on nous envoie dans cette maison non seulement des adolescents qui souffrent de suicide, de dépression, d'anorexie ou de toxicomanie, mais aussi des jeunes qui se préparent de partir au Daesh, et notamment des jeunes femmes. Et nous essayons de comprendre leur mal-être, qu'est-ce qui n'est pas satisfait dans leur besoin d'être femme, d'avoir une maison, d'avoir des enfants, ou d'avoir un idéal à s'y consacrer. Qu'est-ce que nous pouvons faire avant qu'ils ne partent pour se tuer ou se faire tuer ou créer des kamikazes au Daesh. Donc voilà comment je pense que le génie féminin peut aider la société en développant le soin et le lien à l'autre. Mais c'est une invitation en fait à vous et leur pouvoir. Je crois que le féminisme était en fait une invitation à dépasser les communautés, y compris toutes les femmes et tous les hommes, et à chercher le singulier. Donc chacun écrit son histoire avec les autres. Merci beaucoup. Je vais demander évidemment